Quand on pense au luxe français, certaines maisons incarnent à elles seules un mélange rare, l'indépendance, la transmission familiale et la capacité à se réinventer sans jamais perdre leur âme. C'est exactement ce que raconte la marque Longchamp. Et pour la première fois dans ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à deux voix, Jean Casgrain, président de Longchamp à l'échelle mondiale, et son fils Hector Casgrain, directeur France. Dans cette conversation, on parle de ce qui fait la force d'une maison familiale, la transmission d'un trésor, d'abord génération après génération, le travail sur l'identité de marque, hyper important, accéléré dans ce cas précis par la crise du Covid, la transformation du retail, indispensable, qui devient une expérience bien plus qu'un simple lieu de vente, et l'équilibre subtil entre continuité et réinvention, symbolisé dans le cas de Longchamp par le sac pliage. Mais au-delà de la stratégie de la marque, c'est aussi une discussion assez intime qu'on a eue sur les valeurs qui traversent Longchamp, sur le fait de travailler en famille, le rapport humain, l'attachement à la France, et une vision profondément ouverte sur le monde. Si vous aimez les histoires entrepreneuriales familiales, celles qui vont un peu à contre-courant du monde parfois un peu pipeau, des levées de fonds, de la tech, si vous aimez le temps long, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mon podcast. Maintenant, vous trouverez ici des conversations assez rares. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui ont eu la chance d'inviter à deux voix en plus les deux têtes, on va dire, de Longchamp. Des conversations aussi exigeantes et, je l'espère, inspirantes. C'est une plongée assez unique dans les coulisses d'une maison familiale que personnellement j'aime beaucoup, dont je suis cliente et à laquelle j'adhère puisque je me reconnais dans les valeurs. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean et Hector Casgrain de la maison Longchamp. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule, et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire en temps réel de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et, si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Hector, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Vraiment, je suis très contente, tu sais, parce que c'est la première fois, zéro pression, mais c'est la première fois que je fais une interview croisée. Super. J'avais envie de faire ça avec vous parce que tu sais, j'aime vraiment sincèrement la marque Longchamp et surtout j'adore votre histoire d'une maison indépendante. C'est rare à l'heure d'aujourd'hui et j'aime aussi le fait que vous soyez une marque discrète. Et donc je me suis dit, puisque j'ai eu la chance d'interviewer ton papa, que ça serait incroyable d'avoir vos regards croisés sur la marque et puis sur vos parcours à tous les deux. Donc si ça te va, je vais vous poser quasiment les mêmes questions. Avec plaisir. De telle sorte que on ait vos deux sons de cloche entre guillemets. Ouais. Et justement, alors pour parler de la marque, c'est une maison centenaire Longchamp qui est encore détenue, si je me trompe pas, à 100% par la famille. Oui. Et ça, c'est assez incroyable parce que c'est quand même un secteur, le monde du luxe, de la mode, dans lequel la majorité aujourd'hui des entreprises avec le succès d'une marque comme Longchamp sont aujourd'hui détenues par des groupes. Et c'est pas mal, mais c'est comme ça. Moi, ça me parle beaucoup parce que tu le sais peut-être, ma marque de joaillerie Gemio, je la possède avec mon mari. Alors à 80%, on n'a pas à 100% encore. Mais du coup, j'avais envie de comprendre déjà la première question. Pourquoi, selon toi, avec ton regard, est-ce aussi important d'avoir gardé votre indépendance ? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix de génération en génération de rester indépendant ? C'est en effet, c'est assez rare aujourd'hui dans le monde du luxe d'avoir des maisons indépendantes. Donc félicitations aussi à toi pour Gemio, c'est super. Alors, je suis endettée à vie, mais bon. Voilà, voilà, mais c'est quand même, mais on est tous les deux ravis, tu vois, malgré ces contraintes, on va dire, liées à notre activité. Je pense que le vrai choix, en fait, c'est une continuité familiale, c'est-à-dire que on a ce beau projet qui a été lancé par mes arrière-grands-parents, par mes grands-parents, par mon papa, ma tante, mon oncle, et qui continue en fait. Donc on a un peu cette
À Jean, tu lui avais demandé d'où vient cette rage de vouloir continuer en indépendant. Je pense pas que ce soit une rage, je pense que c'est vraiment une fierté en fait. On se dit c'est une super histoire familiale. On a envie que cette histoire familiale continue en fait. On a envie qu'elle continue à travers nous, et c'est vraiment à travers nous en fait. C'est pour les générations suivantes aussi. Donc je te disais, j'ai eu un fils il y a pas longtemps, il y en a un deuxième en route. On se projette vraiment en fait. On a vraiment envie que cette belle histoire qui a commencé il y a plus de 75 ans aujourd'hui continue pour les générations futures, parce que on a cette on se passe un petit peu le bâton de génération en génération. Voilà. Donc c'est pas vraiment une rage, c'est vraiment quelque chose qui est un désir, ouais, exactement, ouais, et puis une chance qu'on a en fait. C'est vraiment une chance, donc on a cette chance, et puis on essaye on a un petit trésor, et puis on essaye de le polir, de le faire grandir. Voilà, c'est comme ça qu'on voit un peu l'histoire. Un trésor à polir, c'est aussi ce que révèle Jean Casgrain, président de Longchamp, qui retrace avec nous dans ce nouvel extrait la naissance de Longchamp et cet attachement familial qui est assez fou, si particulier. Personnellement, ça m'a beaucoup inspiré. Je vous laisse écouter. Alors c'est vrai que la famille est très impliquée dans la maison, puisque mes deux parents y ont travaillé très longtemps, mon frère, ma sœur et moi, et puis maintenant la quatrième génération avec deux de mes garçons et ma nièce. Donc on est beaucoup de membres de la famille à travailler dans la maison et à être très investis. Donc oui, on a envie de continuer cette aventure, et puis on est content comme ça, quoi. On est content d'être tranquille et de pas avoir à gérer de partenaires financiers ou de marchés financiers. Oui. Donc en fait, ça nous donne beaucoup d'indépendance, de liberté de mouvement, et la possibilité de réfléchir à long terme sans être esclave de la publication des résultats trimestriels. Ce lien à l'indépendance et à la famille, comme nous le raconte Jean, est fascinant. Mais au-delà de l'histoire collective, j'avais envie de creuser plus en détail le parcours d'Hector, son fils, et de comprendre finalement qu'est-ce qui avait fait qu'il avait accepté ou pas de rejoindre l'aventure familiale. Je vous laisse écouter. Personnellement, c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que quand on est entre guillemets héritier, quand on vit dans une famille, dans un monde où notre voie paraît presque toute tracée, il est facile ou non de suivre la trace de ses parents, de ses grands-parents, parfois même de ses arrière-grands-parents? Eh bien, c'est précisément ce dont on a parlé dans cet extrait avec Hector Casgrain. Et je voulais te demander si quand même toi, à un moment dans ta vie, enfin je sais que tu as travaillé ailleurs que chez Longchamp, tu as fait tes armes plus jeune dans d'autres entreprises, si ça avait été une évidence pour toi de travailler pour la marque familiale, ou si tu t'étais posé des questions, enfin ça doit pas être quand même évident quand on est jeune et qu'on se dit bah est-ce que je suis obligé entre guillemets d'y aller, même s'il y a cette fierté? L'avantage, c'est que c'est une question qu'on m'a souvent posée, de savoir la question de l'évidence. C'est vrai que c'est une vraie question pour toutes les générations, je pense, qui se posent. Et en fait, pour moi, la réponse, c'est toujours de dire, c'est vraiment une chance, en fait. C'est pas forcément une évidence, mais on a la chance de pouvoir travailler dans cette entreprise, on a la chance de pouvoir développer, de pouvoir travailler à construire cette histoire. Et plus qu'une évidence, je me dis, ce serait presque dommage pour moi de la laisser passer, cette chance, et de pas m'en saisir. Donc c'est plus ça, c'est plus le côté chance que le côté forcé, ou le côté c'était obligatoire d'y aller, etc. C'est vraiment une chance, quoi. Voilà. Donc on prend avec plaisir, et puis comme tu disais, on fait ses armes avant, on découvre d'autres choses. Voilà. Tu te rappelles le moment où tu t'es dit c'est bon, en fait je suis prêt et maintenant j'ai envie d'y aller? C'est assez continu, quoi. C'est un peu c'est plus une maturation. Ouais, une maturation. Il n'y a pas de moment clé où on se dit bon bah ok, maintenant le 3 janvier c'est parti, quoi. Voilà, c'est petit à petit on se dit bon bah tiens, bah maintenant on commence à se sentir prêt. Voilà. Et alors selon toi, si on reste sur le sujet de l'indépendance qui m'intéresse beaucoup, comme tu sais, concrètement, qu'est-ce que tu penses que ça change dans vos prises de décision? Est-ce que tu aurais des exemples peut-être concrets, enfin qui te parlent, qui te concernent, où le fait d'être indépendant fait que vous n'avez pas pris les mêmes décisions que si vous apparteniez par exemple à un groupe? Alors il y a presque, à mon avis, presque toutes nos décisions en fait sont, je vais dire, différentes de si on était dans un groupe, mais sont vraiment faites avec un prisme assez différent. Je pense par exemple juste après le Covid, un exemple que j'utilise souvent, on s'est dit en fait tout de suite après le Covid qu'il fallait qu'on continue à investir dans la marque. Et vraiment juste après le Covid en fait, c'est-à-dire que on était en juillet 2020 et tout de suite on se dit quelle est la suite en fait. Et je pense que pour certaines marques dans des grands groupes, des marques de taille moyenne ou petite, le corporate aurait dit
bon bah on attend, on laisse passer, on voit si les clients reviennent, on est prudent, et puis ensuite on investira un petit peu plus tard. Nous en fait, on sait que la marque c'est notre atout le plus fort, donc on investit tout de suite. Donc par exemple, que ce soit en communication, que ce soit en événement, et que ce soit par exemple en rénovation de points de vente. Donc ça, c'est des exemples qui sont assez parlants où en fait on a travaillé un nouveau concept de point de vente tout de suite. Pendant le Covid. Pendant le Covid, en fait, voilà, c'était vraiment un peu, c'était notre réflexion pendant le Covid. Mais c'est assez fou, cette histoire, quand même. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit pendant le Covid? Alors qu'en plus, à l'époque, si on remet en contexte, tout le monde disait que le retail allait s'effondrer. Exactement, ouais. En fait, je pense qu'on s'est vraiment posé la question de pourquoi le retail, en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans nos points de vente? Pourquoi on a des points de vente? Et on s'est beaucoup posé la question, et en fait, ça nous a mené au point de vente d'aujourd'hui, qui est, encore plus accueillant, je dirais, encore plus immersif qu'avant, moins transactionnel, peut-être, vraiment, ouais, je pense que accueillant, authentique, c'est vraiment le mot. On arrive, on s'assied, on prend un café, un peu comme là aujourd'hui, voilà. On est très à l'aise en fait, nous et nos clients aussi. Et donc je pense qu'en fait cet exemple de prise de décision un peu indépendante, il est assez bon. Et puis après, je pense que sur la vitesse de la prise de décision, le fait qu'on soit indépendant, ça peut beaucoup aider aussi. Aller plus vite. À aller plus vite. Donc là, on a ouvert un magasin temporaire, un café récemment dans le Marais qui est super. La prise de décision sur ce projet et la mise en place du projet, il allait très très vite en fait. En quelques semaines, entre la signature de l'accord pour le lieu et l'ouverture, on a réussi à avoir un projet qui est superbe. Alors que je pense que dans des maisons un peu plus structurées, un peu plus larges, vraiment plus larges de structure, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Nous, on a cette souplesse, en fait, cette agilité, par le fait d'être indépendant et d'être familial. Oui, j'avoue que j'aurais pas pensé, tu vois, qu'une marque de votre taille, en quelques semaines, dégaine comme ça, un peu pas. Oui, moi non plus. Moi non plus, mais voilà, on y est, quoi. Donc comment ça s'est passé? Raconte-moi quand même, c'est marrant. Bah, en fait, on a vraiment, on avait cette idée de café qui nous trotte un petit peu dans la tête depuis quelques temps, et puis il fallait qu'on trouve le bon moment, le bon lieu. C'est un peu une alchimie, quoi. C'est un petit peu comme quand tu travailles des collections, j'imagine. Il faut que tout colle, en fait. Il faut que la sauce monte, que voilà, la recette soit la bonne. Et là, on avait à la fois une collaboration avec un artiste parisien qui est un jeune artiste qui est super frais, super sympa, super dynamique, qui collait bien à la fois avec le lieu qu'on avait trouvé, donc on a trouvé un lieu dans le Marais qui est super sympa, et à la fois avec notre marque. Et en fait, je pense que c'est cet ensemble de choses qui fait qu'on a vraiment réussi à faire venir ce projet à la vie, en fait. Donc en l'espace de de la conception, je rajoute quelques semaines, mais en 8 semaines, on a sorti un concept. Voilà, donc c'est assez sympa. Et puis on a vu le lieu. On s'est dit bon bah j'étais à quelques jours de dire là on est trop short pour le projet, et puis en fait à 3 jours près on a trouvé le lieu et puis c'était parti, quoi. Incroyable. Donc quand même une vraie dimension entrepreneuriale aussi. Exactement. En fait, je pense que souvent les gens connaissent la marque Longchamp de génération en génération, en fait, un peu comme nous, quoi. Oui, ça fait très établi. Ça fait très établi. Les gens connaissent nos magasins depuis des dizaines d'années, en fait. Les gens ont des sacs de la marque dans leur placard depuis des années ou à leurs bras depuis des années. C'est le sac, le premier sac pour aller à l'école, c'est le sac de votre fille, de votre copine. Donc on est entouré de cette marque, en fait, et donc on a tout de suite tendance à se dire ça doit être énorme, en fait. Exactement. Et en fait on est pas si grand que ça, en fait. On est humain, on connaît nos clientes, on connaît nos équipes, on connaît les personnes qui travaillent dans nos ateliers. On a vraiment cette proximité, en fait, qui est très importante et qu'il faut qu'on continue à cultiver. Par exemple, chez Longchamp France, vous êtes combien de personnes à peu près? Alors, juste au siège, pour s'occuper de la marque, on est une quarantaine de personnes. Ah ouais, c'est plus petit que, tu vois, ce que même moi j'aurais pensé. Ouais, donc c'est assez petit. Et après, si on inclut aussi nos équipes dans les points de vente, on est 450 personnes. Oui, mais pour la France. Pour la France, voilà. Mais qui vraiment s'occupe du marché français. Donc, parce qu'en plus, en France, on a tout ce qui est production, on a toutes les fonctions de head office, etc. Mais vraiment, donc, pour s'occuper de la partie commerciale, communication, ressources humaines, toutes les choses qui font fonctionner une filiale, on est 450. Ouais, hyper intéressant. Donc c'est plus petit. C'est à taille humaine, ouais. C'est vraiment à taille humaine, ouais. Dis-moi, je voulais te demander, Hector, quand même, je trouve ça vraiment incroyable, cette notion d'entreprise familiale. C'est toujours quelque chose qui m'a fascinée, pour te dire, c'est un peu mon rêve d'avoir une entreprise qui me dépasse, en fait, et que j'arrive à donner plus tard à d'autres personnes. Et en fait, je voulais te demander, toi, de ton point de vue, quand t'étais petit garçon, est-ce que t'as des souvenirs de
de moments en fait où je suis sûre que t'étais baigné dans la marque parce que ça se trouve vous en parliez à des dîners de famille, j'en sais rien, mais j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est en fait de ton point de vue d'enfant, si on essaye de revenir un peu en arrière, d'être né en fait dans cet héritage familial et dans le fait que finalement tout tourne quand même pas mal autour de ça. Est-ce que justement c'était un peu oppressant? Est-ce qu'au contraire c'était une joie? Enfin, je serais curieuse de savoir ce que tu ressentais. Alors il y a énormément de choses qu'on pourrait en parler, on pourrait refaire un podcast entier sur tout ça, mais je pense que ce qui m'a toujours marqué en fait, c'est le bonheur que j'ai vu dans mes grands-parents, dans mon papa, dans ma tante, mon oncle, de travailler avec cette marque en fait. C'est vraiment de travailler dans la maison, c'était pour eux vraiment un bonheur, c'était pas un calvaire, c'était beaucoup de travail. Donc c'est pas à minimiser, vraiment beaucoup de travail et des heures, des week-ends, des vacances. Moi je me souviens donc en vacances avec mes grands-parents, mon grand-père qui dessinait des croquis de sac sur le coin d'une serviette, ma grand-mère qui passait les commandes pour les magasins. Donc c'était tout le temps, tous les jours, le week-end, j'allais voir ma grand-mère dans son magasin, je les aidais à faire le réassort quand j'avais j'ai dû commencer à 5, 6, 7 ans, quoi. Je dis souvent, autant qu'un enfant peut aider, quoi, parce que bon, un enfant de 6 ans dans un magasin, je sais pas vraiment ce qu'il fait, quoi, mais bon, je verrai ça avec le mien, du coup. Mais c'est vrai qu'on a vraiment baigné dedans, beaucoup. Et puis parfois, je me redis, j'appelais mes parents, mes parents ou mes grands-parents à leur bureau en journée, quoi, pour dire voilà, je suis rentré à la maison. Et puis je me dis aujourd'hui, mais ils étaient en rendez-vous, ils étaient. Et puis nous, on a cette simplicité de l'enfant en fait, d'être dans leur bureau, d'être dans leur point de vente, dans le bureau de mon grand-père, à toucher les cuirs, à toucher toutes les matières en fait qu'il travaillait, à voir les échantillons, à porter les sacs qui parfois étaient des sacs uniques en fait, qui étaient des créations, qui étaient des tests en fait, avec des petites étiquettes à l'intérieur qui écrivaient où c'était inscrit test ou autre, voilà, sur l'étiquette. Donc avec cette fierté, en même temps se dire bon on est un petit peu différent des autres. Donc quand on est enfant, parfois on n'a pas envie d'être différent des autres, donc on a envie d'avoir le même sac que tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté de différence. Et puis voilà. En quoi vous étiez différents, tu penses, du coup? Non, je pense juste, par exemple, une fois, mon grand-père, il avait dessiné un sac à dos, et puis il nous a dit, bon, vous allez être les cobayes, et puis vous les portez à l'école, en fait. Typique de l'entrepreneur. Voilà, typique. Et puis vous me donnerez votre tour. Bon, feedback à 6 ans. Non, mais feedback, voilà. Alors, là, je crois on était un petit peu plus vieux, je crois que je devais avoir 12 ans, ou quelque chose comme ça. Mais quand on est au collège, on n'a pas envie d'avoir le sac qui est différent de tous les autres, quoi. Le sac à dos, différent. C'est un peu ça, en fait, qui est intéressant. Donc des histoires, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, je me souviens aussi visiter nos ateliers quand j'étais petit, aller dans les ateliers avec mon papa, avec mon grand-père, cette odeur de cuir, ce travail manuel, en fait, sur les produits. Vraiment, c'est que des bons souvenirs, en fait. J'ai pas un mauvais souvenir de voir ma famille travailler dans cette histoire. Et avec le recul, quels sont, tu penses, les principes, les grandes valeurs que tu as tirées de cette période? Parce que dans ce que tu dis, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'ils travaillaient tout le temps et dans le plaisir. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est comme si le business et la vie étaient complètement mêlés. Complètement. Mais pas comme aujourd'hui, tu sais, parfois on est un peu dans une époque où les gens font, on va dire, des burn-out, des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est juste qu'en fait, ils n'ont plus de vie. Ouais. Mais là, c'est pas ça, c'est qu'en fait, les deux font un tout, j'ai l'impression. Oui, alors c'est tout de même pas facile de trouver l'équilibre, hein, parce que il y a, comme pour tout le monde, il y a des quantités de travail qui sont assez importantes, il y a beaucoup de choses à réfléchir aussi, c'est important aussi de prendre le temps de se projeter, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir. C'est vrai que quand je vais en point de vente, par exemple le week-end, ou quand on est en voyage, en vacances, et qu'on va voir les points de vente Longchamp qui sont à côté de là où on est en vacances, c'est toujours en fait un plaisir d'échanger avec les équipes. Donc, me poser la question de l'enseignement. Je pense que l'enseignement de mes grands-parents, c'est vraiment aussi garder le côté humain, en fait, le côté humain, le côté connaissance des équipes, le côté vraiment s'intéresser aux personnes avec lesquelles on travaille. Parce que tout le monde a quelque chose à apporter, en fait, à les histoires de la maison. Et chacun, c'est ça qui est très intéressant, c'est que chacun a aussi sa vision de la marque, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi travaillé sur qu'est-ce que la marque, parce que bon, si tout le monde a une vision différente de l'entreprise, c'est quand même pas génial. Mais même en écrivant une plateforme de marque qui soit claire, qui soit vraiment concise, qui soit réfléchie avec les gens qui sont dans la maison depuis des dizaines d'années,
il va toujours y avoir des interprétations un petit peu différentes, et je pense qu'il y a une certaine richesse à ça aussi. Donc voilà, moi c'est le côté humain vraiment que je garde. Alors tu me fais une belle transition parce que justement je voulais parler de la marque. Longchamp pour moi c'est une marque qui revendique une certaine idée de l'élégance qui est pas mal dans la sobriété. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais que je trouve très intéressant parce que justement je vois la marque, enfin pour être honnête avec toi, je vois pas mal de parallèles avec ma propre marque. En tout cas vous m'inspirez beaucoup parce que je vois beaucoup de un effort en fait de qualité, mais en même temps sans être, on va dire, dans le marketing excessif et plus justement sur le produit et puis sur cette élégance un peu intemporelle, et en même temps plus accessible aussi, mais pas au sens négatif, sans rogner sur la qualité, plus parce qu'en fait on veut offrir quand même un certain prix qui va être juste. Et donc en fait, est-ce que tu pourrais me parler du travail que vous avez fait récemment sur la marque? Pourquoi vous l'avez fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors que la maison elle a déjà 100 ans, tu te dis avec toute l'équipe Longchamp, en fait il faut repenser, en tout cas il faut clarifier encore davantage la marque. Et qu'est-ce que ça a donné comme réflexion? Il y a eu la période un peu transitoire du Covid qui nous a fait nous poser beaucoup de questions et en fait nous a incité à réfléchir à qui on est. Je pense qu'au fur et à mesure des années de l'expansion d'une marque, d'une maison, la marque se développe. En fait, c'est comme quelque chose qui grandit par soi-même en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Et je pense que la direction dans laquelle la marque grandit peut aussi se déterminer. Donc ça grandit pas tout seul, c'est-à-dire que c'est à guider quoi. Et donc en fait c'est un petit peu ce travail qu'on a fait de reclarification de la marque. Je pense que pour une maison familiale c'est assez intéressant parce qu'on se pose la question il y a beaucoup de marques qui se posent la question de qui ils sont en fait, mais pour une marque familiale avec des équipes qui ont parfois beaucoup d'ancienneté, on a des gens qui ont plus de 30 ans d'ancienneté dans la maison, se poser la question de qui on est, ça paraît presque un peu inutile en fait, parce que quand ça fait 30 ans que vous êtes dans la même maison, vous savez ce que vous êtes en fait. Mais mine de rien, la maison grandit, la maison se développe à l'international, la maison se développe aussi même en France, on a de plus en plus d'équipes, on a de plus en plus de personnes qui participent à l'histoire de cette marque. Donc on s'est vraiment posé cette question de qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons apporter à notre clientèle. Et donc tout ce travail, on l'a fait, le travail de plateforme de marque, qui est un travail assez classique en fait. Et on l'a fait à la sortie du Covid, pendant le Covid même on l'a fait. Et ça nous a permis de nous réimprégner de ce qu'était la maison Longchamp. Et donc très important pour nous de nous redire aussi notre raison d'être en fait. Et notre raison d'être, donc tu dis qu'en effet on est une marque qui est assez sobre, assez authentique en fait. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Et exactement, et je pense qu'on essaie de faire vraiment des produits qui sont beaux et qui sont proches des personnes qui vont les porter. Et c'est pas forcément facile parce que dans notre milieu du luxe, il y a beaucoup de marques qui essayent de stand out, comme on dit en bon français, de vraiment se sortir du lot en fait. Et nous on essaye vraiment d'avoir des produits qui s'intègrent et qui s'alignent avec la personne que vous êtes. Donc c'est pas facile parce que chacun a sa personnalité et en même temps on a une direction stylistique, on a une direction artistique qui va nous imprégner des changements du monde. Donc on a vraiment ce travail de dire qui est la marque et qu'est-ce qu'on apporte à notre clientèle. Et en effet, la sobriété, l'authenticité de nos produits, ça va être vraiment très très important. Et on n'est pas une marque pour les autres en fait. Ça c'est vraiment une distinction qui est assez importante. On est une marque pour nous. On est une marque où, en fait, moi j'ai bien sûr un sac Longchamp tous les jours pour aller au bureau, et en fait ça m'arrive régulièrement, c'est un super produit avec un super cuir, je prends mon sac et je le touche et je me dis mais il est quand même super agréable ce sac quoi. Je fais ça vraiment sans survendre le produit ou autre, c'est vraiment on fait un produit pour que la personne qui le porte se dise mais en fait ce produit il est génial en fait. Que ce soit au quotidien, qui est un peu ce rêve constant, voilà. Donc on travaille beaucoup sur ça et nos produits sont faits pour la personne qui les porte et pas forcément uniquement pour le regard des autres. Ça c'est une vraie distinction. Ah, c'est hyper intéressant. C'est assez atypique aussi, je trouve. C'est assez atypique, ouais. C'est assez atypique, c'est vrai que surtout dans notre métier, il y a beaucoup de marques maintenant qui s'inscrivent dans le qui es-tu dans le regard des autres en fait. Et nous on est assez à l'aise avec le fait de dire pour que la personne se sente bien, pour que la personne se sente belle, on a besoin qu'elle se sente elle-même en fait.
Comme nous le dit Hector dans cet extrait, il y a un vrai travail qui a été fait de plateforme de marque. Vous savez que c'est un sujet qui me fascine. Et dans le cas donc de Longchamp, qui a été fait depuis le Covid, j'étais curieuse de comprendre et de demander à Jean, justement, dans un monde qui change aussi vite, notamment depuis le Covid, comment est-ce qu'on peut garder cette cohérence tout en évoluant? Je trouve que c'est assez fascinant de se dire qu'il y a cette espèce d'équilibre à maintenir en permanence dans la création d'une marque qui se transmet entre garder l'ADN historique de la marque, ses valeurs, garder finalement ce qui fait l'essence d'une marque comme Longchamp et en même temps une nécessité forcée et inéluctable de la faire évoluer. Comment trouver cet équilibre? Qu'est-ce qui les a guidés dans leur prise de décision? Comment a été organisée cette réflexion? C'est précisément ce travail de clarification que j'ai demandé d'expliciter à Jean Casgrain. Nous, on a l'impression qu'on continue de faire la même chose, finalement. Simplement, pour notre marque, faire la même chose, ça veut dire continuer à s'adapter à son époque aussi. Et la maison, elle existe depuis 77 ans maintenant. Et en fait, si elle est toujours là, c'est qu'elle a toujours su s'adapter finalement à son époque et rester pertinente par rapport à son époque. Donc finalement, c'est ça qu'on fait. Pour nous, c'est naturel finalement, et je dirais que on n'y pense pas réellement. Alors, on a fait malgré tout depuis 4 ou 5 ans un effort conscient pour améliorer l'expression de la marque. C'est-à-dire que sans changer la nature de ce qu'est la marque, ses valeurs, on a fait un vrai travail pour essayer d'en donner une expression plus cohérente, plus claire, plus lisible par le public. Et ce travail a assez bien porté ses fruits sur les 2 ou 3 dernières années. Est-ce que vous pourriez m'expliquer peut-être avec des mots vraiment concrets qu'est-ce que vous voulez dire par, bien sûr, tout en restant alors par exemple, quelque chose qui n'est pas confidentiel. On a commencé par mettre par écrit un peu tous les mots de la marque, si vous voulez, tous les mots dont on estime qu'ils représentent bien notre identité. Donc ça, on en a fait un cahier, si vous voulez, illustré avec des photos qu'on appelle notre brand book, qui est finalement l'élément de référence qui est censé résumer tout ce que défend la marque. Et de façon peut-être plus rigoureuse qu'auparavant, on en a décliné les applications dans les différents domaines, que ce soit les produits, la communication, les points de vente. Cette idée d'expression de la marque, toujours adaptée à son époque, donc ça m'a beaucoup parlé. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant de se dire qu'une marque, c'est un objet qui est vivant, un peu comme un être humain finalement. Alors au-delà de cette cohérence interne, je voulais aussi essayer de comprendre et d'explorer une autre facette du travail de Longchamp, qui est la manière dont la maison s'adresse à des marchés très différents, entre la France, la Chine, les pays émergents, la Corée, les États-Unis, où les codes de culture sont fondamentalement différents et les attentes aussi en termes de services, d'image ne sont pas toujours les mêmes. C'est aussi quelque chose donc que j'ai abordé ici dans ce nouvel extrait. Alors écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que personnellement, je te dis, je me reconnais et je pense que c'est pour ça que j'apprécie votre marque. Mais je suis quand même obligée de te demander si dans des pays par exemple émergents où le statut social, tu vois, la position dans la société est très importante parce qu'en fait c'est des pays où souvent les gens venaient d'un milieu extrêmement humble et du coup ont besoin à un moment donné d'affirmer ou de montrer, et c'est pour ça d'ailleurs que le luxe tel qu'il existe aujourd'hui avec les gros logos et tout a existé pendant assez longtemps. Et donc je suis curieuse de savoir si vous devez adapter ce positionnement dans ces pays-là ou si en fait tu sens qu'il y a quand même une appétence peut-être sur un certain type de clientèle. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, on se dit en France, oui, honnêtement, je pense que le français a pas de problème à le comprendre, mais est-ce que d'autres populations sont dans le même cas de figure? Alors je pense qu'il y a 2 réponses là-dessus. Il y a la première réponse, c'est que c'est assez intéressant, mais en fait nos produits, même si on les fait pour la personne qui les porte, sont quand même reconnaissables. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a quand même des signes distinctifs. On a notre pliage qui est une forme qui est hyper iconique. On a le roseau par exemple. On a le roseau qui est un fermoir sur qui est une ligne, mais qui est aussi le fermoir sur cette ligne de produits. On a des cuirs qui sont très reconnaissables. Donc on a quand même la partie reconnaissable, mais qui n'est pas forcément show off, quoi. Oui, les boss sont à toi. Et voilà, c'est pas du tout ostentatoire. C'est donc on a une partie qui est quand même reconnaissable pour en effet une population qui a ce besoin de reconnaissance sociale.
c'est pas nécessairement pour ça qu'on fait les produits, mais avec l'historique que la maison a, on arrive dans cette position. Et en fait, la deuxième partie de la réponse, c'est aussi, je pense que sur beaucoup de populations, ce besoin évolue en fait, ce besoin de reconnaissance sociale. Par exemple, en Asie, en Chine en particulier, on a une vraie évolution là-dessus sur la consommation chinoise, qui se veut de moins en moins ostentatoire en fait, et de plus en plus aligné avec le besoin de la personne qui. Donc je pense qu'on est sur un positionnement qui est assez intéressant. On arrive à répondre un petit peu aux deux, mais après le cœur de notre maison, c'est vraiment plus sur le rapport à soi en fait. Pourquoi est-ce que tu as décidé plus jeune de ne pas commencer tout de suite ta carrière chez Longchamp et que tu as fait tes études et ensuite tu as été faire tes armes, je crois, pendant 4-5 ans, enfin à peu près cette période, chez d'autres entreprises? Je dirais pas que c'est une décision de ne pas aller dans la maison familiale, c'était vraiment un intérêt. J'ai commencé la grande distribution. Donc il y a du commerce, il y a de la relation avec la clientèle, très différente, mais il y a quand même une partie vraiment commerçante en fait que j'ai beaucoup apprécié, que sans doute j'avais via ma grand-mère qui s'occupait des magasins donc de la maison pendant un grand nombre d'années. Donc c'était un peu mon apprentissage sans être vraiment trop loin. Je pense que ça s'est fait un petit peu de manière inconsciente. Mais voilà, c'est plus une succession d'opportunités en fait. Voilà. Et puis j'avais fait une petite expérience en grande distribution. Je me suis dit en fait j'adore ce métier, c'est vraiment ce relationnel aux équipes avec lesquelles on travaille et en même temps avec la clientèle. Ce besoin de gérer des équipes, gérer des problèmes, voilà, ça m'a assez vite passionné, donc j'ai commencé là-dedans. Ouais. Et donc tu finis entre guillemets, enfin même si tu ne finis pas, ça n'est qu'un début, par aller chez Longchamp. Est-ce que tu te rappelles de l'arrivée, des premiers jours? Comment ça, enfin ça devait être oui. En même temps tu y étais déjà depuis toujours, mais c'est pas pareil quand tu arrives dans un rôle professionnel. Oui. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a la partie où en fait on connaît déjà la maison, c'est-à-dire que moi je suis arrivé, certains des premiers rendez-vous que j'ai eus, je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais elle s'en souviendra peut-être, on m'a dit, je me souviens du jour de ta naissance, du jour où tu es rentré ton papa est rentré dans le bureau et il a annoncé, ça y est, mon fils est né. Donc bon, c'est vrai que pour commencer un entretien professionnel, c'est quand même assez intéressant comme approche. C'est particulier, quoi. Donc c'est très particulier en fait. Donc il y a ce côté, et en effet cette personne-là et beaucoup de personnes de l'entreprise, je les connais depuis des dizaines d'années. Il y a des gens, je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé un petit peu dans le magasin de ma grand-mère. Il y a en effet des gens avec lesquels j'ai travaillé dans ce magasin il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Donc il y a cette relation très particulière du personnel en fait, de la relation humaine avec certaines personnes, avec la maison aussi, parce que je rentrais dans les bureaux où j'étais allé en tant que visiteur en fait, en tant qu'enfant, repasser le bureau de ma grand-mère qui était décédée depuis. C'est un moment hyper émotionnellement chargé en fait. C'est assez dur quoi. Et en même temps il y a ce côté maintenant complètement professionnel. On dit on arrive et puis on vient travailler dans cette entreprise. Donc qu'est-ce qu'on apporte? Et bon, les premiers jours c'était un peu rock'n'roll parce qu'on était en pleine période de Covid, donc l'arrivée à distance, la passation avec mon prédécesseur par Teams. Moi j'étais au Royaume-Uni, donc il y avait une période de quarantaine, donc je suis arrivé, je sais plus combien de temps c'était, mais c'était une semaine en quarantaine à Londres où j'étais déjà allé, mais pour des week-ends, des choses comme ça que je connaissais pas bien. Donc on commence tout de suite en quarantaine à faire la passation par Teams avec le prédécesseur. Bon, en fait, mais des choses qui sont très que beaucoup de gens qui vont écouter ont vécu en fait, rien d'inoubliable. Donc en fait, une entreprise presque normale et avec toute cette partie hyper émotionnelle dont je viens de parler en fait, sur la relation aux personnes. Donc on commence dans le Covid et puis petit à petit en fait je pense que cette partie familiale pour les équipes, l'historique familial devient presque secondaire en fait avec les années. Et puis alors oui, on est de la famille fondatrice, très bien, mais en fait à la fin on est une équipe et on travaille ensemble. Et en fait le côté professionnel presque reprend le dessus au fur et à mesure des années. T'as appris justement à travailler professionnellement avec ta famille, parce que moi je travaille avec mon mari donc je vois ce que c'est, mais je travaille pas avec mes parents et Dieu sait que je ne pourrais pas même si je les adore. Et donc je te pose forcément la question parce que c'est pas évident, même si t'as baigné dans le milieu tout le temps. Est-ce que tu pourrais nous dire, il y a plein de personnes qui se posent la question, qui me posent toute la journée la question, j'envisage de travailler avec mon cousin, mon mari, mon père, etc.
Comment est-ce que vous faites concrètement au quotidien pour bien collaborer ensemble et surtout le transmettre en plus de génération en génération, cette qualité de collaboration? Je pense que une des clés du succès jusqu'à présent, c'est que chaque personne de la famille qui travaille dans la maison a son domaine d'expertise. En fait, je pense que je sais pas comment c'est avec ton mari, mais on a chacun nos forces, quoi. Ouais. Voilà, on a chacun nos forces, notre pierre à apporter à l'édifice. Et en fait, ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup les uns des autres. Et je pense que ça, c'est très important. Et donc, moi, j'apprends tous les jours, en fait, de ma famille. J'apprends de l'historique aussi. La difficulté, c'est aussi parfois, on n'est pas forcément d'accord, mais bon, donc, du coup, on apprend à en discuter. Enfin, je veux dire, c'est complètement normal. D'une manière non émotionnelle? D'une manière non émotionnelle, ouais. On y arrive, on y arrive d'une manière non émotionnelle. Et en même temps, donc ça, c'est quand on n'est pas d'accord. Mais après, il y a aussi des moments où on est d'accord. Et honnêtement, c'est la majeure partie du temps, parce qu'on est hyper aligné sur la vision de l'entreprise. En fait, c'est ça ce que je trouve qui est génial quand on travaille dans une entreprise familiale, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas d'ego, en fait, entre nous. C'est-à-dire que on sait que tous ceux qui travaillent pour cette maison, on n'y est pas pour la carrière, on n'y est pas pour gratter un peu de scope opérationnel. Il n'y a pas de politique, en fait. Il n'y a pas de politique, en fait. Ouais. On est là pour faire avancer la maison dans le bon sens. Et après, c'est très important qu'on soit aligné sur le sens de la maison, parce que si on est aligné, c'est déjà l'étape numéro 1, et ça, on est très aligné. Et donc, en fait, quand il y a des idées qui sortent, on sait que l'idée est pour aller servir la maison dans le long terme, en fait. Et donc, et moi, j'apprends beaucoup aussi, par exemple, de ma cousine qui est rentrée récemment dans la maison aussi, enfin récemment, il y a 1 an et demi quand même, mais qui a un domaine d'expertise qui est très différent et qui a sa vision de la maison aussi. Qui est dans quel domaine? Elle est en charge de tous les événements de la maison. D'accord. Donc c'est un beau rôle, surtout qu'on développe beaucoup les événements, donc c'est un très beau rôle. Et en fait, elle a une vision qui est très fine, qui est très particulière de ces événements, de faire vivre en fait la maison au quotidien à nos clientes, à des personnes de la presse, à plein de personnes différentes. Donc c'est très intéressant, on apprend beaucoup, et je pense que c'est cette humilité qui est importante aussi, de dire écoute, tu as ton domaine d'expertise, j'ai mon domaine d'expertise, échangeons et on apprend les uns les autres. Alors quel est ton domaine d'expertise à toi? Mon domaine d'expertise, je pense que moi j'aime beaucoup travailler en équipe, j'aime beaucoup travailler avec les équipes, et le côté humain est pour moi très important, je l'ai évoqué déjà un petit peu tout à l'heure. Moi, il y a une petite passion aussi, c'est le retail. Voilà, j'aime beaucoup le retail dans le sens large, c'est-à-dire le côté magasin, le côté vivre en fait la maison par une expérience physique, par une présence, par un échange, que ce soit avec un conseiller de vente, que ce soit avec pendant un événement, avec une personne qui est qui va être dans nos équipes communication. Je pense que cette dimension émotionnelle que tu as en face à face, comme on a aujourd'hui, est inestimable en fait. J'ai été très impressionnée justement par votre flagship rue Saint-Honoré, où j'ai eu la chance d'aller, enfin le plaisir surtout. Et je voulais en parler parce qu'on en avait parlé avec Jean, mais c'est vrai qu'il y a, je trouve, une vraie ADN, une patte très particulière. Est-ce que tu peux me parler justement de ce projet qui, si je me trompe pas, est arrivé pendant le Covid? C'est-à-dire que la décision a été prise à ce moment-là à peu près. Oui, alors on a toujours des projets, donc c'est toujours assez c'est un vrai continuum en fait, nos évolutions de points de vente. Le flagship de la rue Saint-Honoré, c'est un flagship qui est pour la maison, qui est très émotionnel. C'est le magasin de ma grand-mère. C'est le magasin où il y a une vraie âme en fait dans ce magasin. Donc dès qu'on touche à ce magasin, il va y avoir beaucoup de personnes qui ont des choses à penser, des avis à donner, et en fait qui sont tous recevables en fait. Et donc la clé de tous ces échanges, c'est d'essayer de trouver la ligne de crête qui va satisfaire non seulement aux personnes chez nous, mais surtout à notre clientèle en fait. Exactement comme tu disais, tu as eu la chance de visiter, je suis ravi que tu aies profité de cette visite. Et en fait, il faut qu'on arrive à donner cette image de marque, cette image de la maison à chaque personne qui rentre. C'est pas facile parce que chaque personne va regarder quelque chose de différent. Donc toi, avec ton historique, peut-être que tu vas regarder les œuvres d'art. Quand tu rentres, il y a une superbe œuvre d'art qui déjà, j'ai regardé l'architecture, honnêtement, le lieu est impressionnant par lui-même, tu vois, les espaces, le fait que ça soit ouvert, que ça respire. Moi, déjà, je trouvais que c'était assez, mais en même temps chaleureux, différent, tu vois, de ce qu'on voit dans un retail de luxe classique.
Dans notre conversation, Jean est revenu sur la différence fondamentale entre un retail du luxe classique, on va dire, ce qu'on voit traditionnellement chez les autres maisons, et puis la vision beaucoup plus expérientielle de Longchamp, celle que Longchamp a choisi de développer depuis le Covid, après avoir vécu une période un peu difficile. Cette approche-là qui ne se limite pas uniquement, on va dire, à vendre des produits, à les exposer, à les rendre beaux, mais qui cherche véritablement à faire vivre une atmosphère, une ambiance, une histoire aussi, presque dans tous les détails, comme si on rentrait dans un appartement. Notre maison est une maison qui vit bien dans le mouvement, le voyage, la vie en fait et l'activité. Et donc au moment du Covid, quand tout s'est arrêté, que les magasins ont fermé, que les gens ont arrêté de voyager, ça a été très difficile. En 2020, on a fait moins 40% de chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. La période Covid nous a encouragé à ça aussi parce que pendant l'époque Covid, la vente en ligne s'est beaucoup développée, comme vous savez. L'existence même de la vente en ligne, elle change le rôle des points de vente physiques. Dans le passé, vous connaissez l'adage, on disait qu'est-ce qui fait le succès d'un magasin, c'est location, location, location. Bon, donc ce qui finalement réduit le point de vente à son aspect pratique. Et donc les points de vente, ils étaient faits pour ça, pour donner un accès pratique à la marque, avec un large assortiment, avec un service efficace, disons. Au moment d'Internet, maintenant qu'il y a Internet, si vous voulez, Internet va toujours être plus pratique, il aura toujours un choix plus important. Donc en fait, ça sert plus à rien d'aller sur ce terrain. Donc en fait, on a rendu, on a libéré dans nos points de vente de l'espace qui était consacré un peu à cette espèce de d'efficacité opérationnelle pour le consacrer à l'expression de la marque. Et donc finalement, la marque est beaucoup mieux exprimée dans nos points de vente. C'est-à-dire que, pour le dire de façon peut-être plus claire ou plus explicite, c'est qu'on accepte de perdre de la place. Ouais. Pour faire des choses qui servent à rien dans les magasins, qui n'ont pas d'utilité commerciale, mais qui finalement font mieux comprendre ce qu'est la marque, si vous voulez. Donc ça veut dire moins de produits, par exemple, et plus d'éléments gratuits, par exemple des œuvres d'art, des objets qui sont là mais qui sont pas à vendre, des livres, des canapés, un joli mobilier, si vous voulez, dans lequel on peut passer du temps, une machine Nespresso où on peut se faire son café tout seul. Donc en fait, que des choses gratuites, sans rapport direct avec la vente, mais qui viennent enrichir l'expérience du client et puis aussi qui permettent de mieux exprimer l'identité de la marque. Donc voilà, ça, c'est un travail qu'on a fait au cours des 4 ou 5 dernières années. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Je me rappelle être passée à la boutique Longchamp de la rue Saint-Honoré et où justement, alors il y a carrément quasiment une mise en scène en fait quand on rentre, c'est extrêmement travaillé et c'est très immersif, je dois dire, où quand on rentre, il y a toutes ces couleurs, il y a les produits qui sont très bien exposés, effectivement des œuvres, le canapé, on peut prendre un verre. Donc on se sent presque pas dans une boutique, entre guillemets, même s'il y a des produits partout. Je sais pas si c'est ça l'essence aussi. Oui, c'est le but, c'est-à-dire qu'en fait, avec cette transformation, le but c'est d'être plus comme un appartement et moins comme une boutique, en fait, et d'être moins commercial, moins transactionnel, et plus expérientiel, et plus immersif, et plus résidentiel. Voilà. Et alors la question qui tue que j'ai pour vous, Jean, c'est est-ce que le paradoxe, c'est que moins de commercial dans le retail vous permet quand même paradoxalement d'augmenter le chiffre d'affaires de cette boutique? Bah oui, parce que finalement on bat des records de chiffre d'affaires maintenant. Donc si vous voulez, on n'a jamais autant vendu que depuis qu'on fait moins de commercial dans la boutique et plus d'expérience. Oui. J'ai l'impression, je pense que vous serez d'accord avec moi, que dans cette façon de penser la boutique, ce qui en ressort, c'est surtout une atmosphère, un état d'esprit, de la chaleur, des couleurs, de la convivialité, comme nous l'explique Hector. La chaleur, c'est hyper important pour nous. Je pense que une des choses qui m'a le plus marqué aussi personnellement, c'est vraiment
tout ce qui va être couleur, tout ce qui va être tu dis la chaleur, c'est assez intéressant parce que l'une de nos matières fétiches, c'est le cuir, hein, c'est assez normal, mais le cuir c'est très chaleureux comme matière en fait, c'est au toucher, c'est une matière qui est géniale, qui vit en fait. Donc cette chaleur, cette couleur, ça fait vraiment partie de notre marque et on a vraiment envie que ça se ressente. Donc je suis ravi que tu l'aies ressenti dans le point de vente. Par rapport à d'autres maisons de luxe qui font très bien ce qu'elles font et qui ont leur image de marque, nous c'est vrai que tous nos magasins, quand vous rentrez, vous dites c'est très coloré. Et ça fait ce côté jovial, plutôt joyeux, jovial, invitant, tout ça, c'est vraiment très important et c'est très Longchamp, c'est très nous en fait. C'est-à-dire que c'est pas une couche de direction artistique qu'on a rajoutée après des années en fait. C'est vraiment, ça a toujours fait partie de notre histoire. On a toujours été assez jovial. On a des visions des images de communication où on a des mannequins qui vont sourire par exemple. Ce qui est assez dans le luxe, c'est inattendu. Voilà. Et c'est en fait pour nous c'est assez important en fait. Je vois. Donc ce flagship c'est la continuité de toute cette réflexion. Et donc en effet tu es accueilli par des couleurs, c'est un espace qui est quand même très beau. Je pense que c'est ça notre ligne de crête, c'est en fait le chaleureux, l'authentique, mais en même temps qui reste beau. Voilà. Et est-ce que d'un point de vue managérial ou de direction, il est important pour toi d'aller régulièrement dans tous les lieux de retail? Enfin, on a un peu souvent deux images du dirigeant, le dirigeant qui est un peu dans sa tour d'ivoire et qui est très intelligent et qui réfléchit à plein de choses, mais du coup qui est assez loin du terrain. Il y a à l'inverse pas mal de dirigeants, notamment dans le retail, qui, j'imagine déjà la réponse que tu vas me dire, mais en fait, au-delà de la réponse de je vais sur le terrain, c'est qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et qu'est-ce que ça apporte vraiment, tu vois, en réalité. Donc en effet, tu as, à mon avis, bien imaginé la réponse. J'aime beaucoup aller dans les points de vente. Je trouve que c'est riche d'apprentissage à chaque fois. On est très présent sur le territoire français. On est à plus de 200 points de vente qui distribuent la marque Longchamp, que ce soit nos points de vente en retail ou que ce soit des partenaires qui distribuent la marque. Et donc on a une présence qui est très très proche de la clientèle française. Donc je pense que en métropole, à mon avis, chaque Français est à moins d'une heure d'un point de vente qui présente Longchamp. Donc c'est quand même assez proche. Donc on a besoin, en fait, moi j'ai ce besoin de ressentir l'expérience que le client ou la cliente va ressentir quand il va aller en point de vente. C'est-à-dire que si tu es par exemple à Gap et que tu vas dans un point de vente à Gap, j'ai besoin moi de savoir ce que la clientèle de là-bas ou la clientèle de passage va ressentir en passant. Si tu es pareillement à Paris, en fait, j'ai besoin de savoir. Et en fait, nous on a un vrai travail sur l'image de marque. On a besoin que cette image est ce que tu vas ressentir quand tu rentres en point de vente, qui est un point de vente, qui est un touch point comme on dit, qui est très important en fait. L'entrée dans un point de vente et la première perception de la marque est très très important pour nous. Et on a besoin que cette perception soit la même où que tu sois en fait. Que tu sois, alors bien sûr en point de vente physique, que tu sois online, que tu sois via nos réseaux sociaux, mais donc la partie point de vente physique est très importante. La cohérence est clé en fait. Si demain, hier matin j'étais à Tours par exemple, on a des points de vente qui distribuent la marque à Tours, on a besoin que tu sois, et c'est à 1 heure de TGV de Paris, on a besoin que tu sois à Paris ou à Tours, que l'image de marque soit la même en fait. C'est ça qui est très très important. Mais vous n'avez pas strictement le même retail partout. C'est pas exactement le même retail. On essaye de faire évoluer de plus en plus pour que le retail soit le plus aligné possible, quel que soit l'endroit en fait où tu sois, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Et donc concrètement, ça veut dire que tu vas, parce que quand même les gens te reconnaissent, j'imagine, quand tu vas. Oui, tu peux ça pas faire arrive. Un truc anonyme. Ouais. Mais donc ça veut dire que tu rentres dans en fait, t'essayes de vivre. Comment ça se passe? Je vis l'expérience dans point de vente. Je fais des ventes parfois, ça arrive. J'échange beaucoup avec les clients. C'est stylé quand même de tomber sur toi. Peut-être que tu alors pour le coup, les clients ne me reconnaissent pas, hein, donc ça au moins c'est assez simple. Ouais. Ils se disent que c'est un petit peu bizarre parce que bon, je suis en costume cravate comme ça et puis je commence à leur faire une vente. Mais je pense que ce qui est très important, c'est en fait cet échange. Encore une fois, on revient sur l'humain, si tu veux. C'est l'échange avec la clientèle ou avec les personnes qui sont dans le point de vente. Moi, j'apprends beaucoup de parler aux équipes de vente, j'apprends beaucoup de parler aux managers des points de vente, j'apprends beaucoup surtout de regarder comment les clients interagissent avec le point de vente. Donc comme je te disais, on a ouvert ce café il y a pas longtemps. Ouais. Moi, j'adore passer une demi-journée dans le café et de voir ce que les gens prennent en photo, ce que les gens regardent, ce que les gens touchent, le discours qu'on va avoir, le discours qu'ils vont avoir entre eux. Alors j'essaye de pas trop écouter quand même, mais si par exemple je me mets devant le point de vente et je regarde la manière dont les gens regardent la vitrine,
Est-ce que les gens prennent des photos? Est-ce que les gens vont regarder les prix en vitrine? Tout ce genre de choses, c'est hyper intéressant en fait. C'est passionnant, tu vois. Je trouve ça hyper cool et je te remercie de le partager parce que il y a quand même toujours un peu cette dichotomie entre le travail, on va dire administratif, on va dire intellectuel et le terrain. Et moi, j'ai vraiment un problème avec ça parce que je suis convaincue que c'est en observant, en participant, en faisant de la vente, en étant sur le terrain, en fait, qu'on apprend des choses cruciales qu'ensuite on va pouvoir implémenter dans les bureaux. Et en fait, j'ai vraiment envie, et notamment la vente. Enfin, moi, tu vois, par exemple, faire de la vente en boutique, je le fais encore assez régulièrement et j'incite beaucoup les équipes Gemio à aller faire de la vente en boutique parce que c'est comme ça, en fait, que tu connais ton client, que tu connais ton produit, que tu observes. Donc, je trouve ça génial que tu fasses. Ça m'amène quand même à une question où je voulais te parler un peu de ton équilibre, on va dire, de vie pro-perso. Comme aujourd'hui, tu diriges Longchamp France, ça veut dire que du coup, concrètement, tu voyages beaucoup un peu partout en France. Oui, alors en effet, j'ai beaucoup voyagé ces derniers mois. Là, j'attends un deuxième bébé dans les heures ou jours qui suivent. Donc là, on va peut-être s'arrêter. On va s'arrêter de voyager quelques semaines okay. Pour rester un peu proche de la famille. Mais c'est vrai qu'on voyage beaucoup. Avec des enfants en bas âge, c'est pas toujours facile. Avec l'équilibre à trouver en famille, avec ma femme, avec la crèche, tout ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on essaie toujours d'avoir des moments privilégiés ensemble. Le moment privilégié parfois est en boutique. Voilà. Donc on va en famille en boutique le week-end, ça nous arrive de passer, de dire bonjour aux équipes. Donc voilà, c'est un peu la balade quoi, vous allez pas au Luxembourg, vous allez en boutique. C'est un petit peu la balade, ouais, c'est un petit peu la balade du week-end. Après c'est vrai que trouver cet équilibre est pas forcément facile quand on travaille dans cette maison. Mais c'est toujours fait avec passion et puis je pense que il y a une chose que je dis souvent, c'est qu'en fait, si moi je travaille, si je me déplace, etc., c'est aussi pour derrière donner quelque chose à mes enfants, en fait. Donc je me dis, c'est pas forcément juste perdu pour moi, c'est-à-dire que je construis quelque chose dont eux pourront, sur lequel ils pourront continuer à travailler, j'espère. T'arrives quand même ou t'as mis en place plutôt comme question des rituels, c'est un peu fort de le dire comme ça, mais des habitudes ou des points d'attention, tu vois, peut-être des contraintes fortes pour réussir à garder un minimum d'équilibre quand même, parce que une fois de plus, pour connaître aussi le fait d'être entrepreneur et posséder son entreprise, en fait sincèrement tu ne t'arrêtes jamais de travailler, mais vraiment, c'est-à-dire que tu y penses la nuit, le matin au petit-déj, etc. Et donc c'est pas pour arrêter de travailler, mais à un moment donné pour avoir du temps pour toi et pour ta famille. Comment est-ce que tu fais? Alors la réponse honnête c'est non. De manière très stricte et structurée, je l'ai pas. J'ai pas de par exemple tous les mardis, voilà quelque chose comme ça. Mais j'essaye vraiment presque tous les jours quand je suis à Paris, ce qui est quand même assez régulier. J'essaie vraiment de voir mon fils et ma femme avant que mon fils s'endorme, et puis ensuite je retravaille ensuite, hein. Bon, voilà, c'est un peu l'autre côté de la médaille, mais j'essaie d'avoir ce moment. C'est important de montrer que tu bosses quoi, que vous bossez en fait, il y a pas de hasard dans la vie quand même. Non, exactement, voilà, il y a pas de hasard dans la vie, et puis c'est en fait c'est des petits moments parfois en famille, je vais souvent le chercher aussi le soir à la crèche. Bon, en fait j'essaie vraiment d'avoir des moments de complicité avec ma femme et avec mon fils. Donc par exemple le week-end, le matin, mon fils est un lève-tôt, ça arrive heureusement, et donc le dimanche matin je suis au café avec lui à 7h du matin. Trop sympa. Et c'est génial en fait, c'est les moments, alors bon c'est sûr le moment de se réveiller à 6h, 6h30 le dimanche matin c'est un peu rude, mais en fait c'est passer des petits moments comme ça en fait qui fait que voilà, tout ce qu'on fait vaut le coup d'être vécu en fait. T'essayes quand même de mettre en place une certaine hygiène de vie pour ménager la monture. T'es encore jeune, hein, bien sûr, mais a priori t'es parti pour y travailler pendant un moment. Parce que là aussi, un truc dont on parle pas, c'est quand on est entrepreneur dans sa propre boîte, bien souvent, en fait, on s'arrête pas de travailler à la retraite, parce qu'il y a pas vraiment de retraite. Et donc, CF tes grands-parents, si je me trompe pas. Exactement. Et donc, en fait, prendre soin de sa santé, littéralement, fait partie du boulot aussi, je trouve. Et donc, est-ce que c'est quelque chose auquel t'as commencé à réfléchir ou pas vraiment pour l'instant? C'est pas une réflexion claire et évidente, mais c'est vrai qu'on fait attention, on continue à faire du sport. Voilà, c'est des choses qui sont assez importantes. Bon, par exemple, mon papa, mon frère, ils sont assez sportifs aussi tous les deux. On fait du sport ensemble, ça arrive, on va courir ensemble parfois. Voilà, l'idée c'est en effet de rester assez sain dans son approche, je sais pas, la consommation, tout ça, et de se dire que voilà, en effet, on est là pour durer. Il faut qu'on fasse attention à notre outil de travail, et donc voilà, donc on fait un petit peu attention, on fait du sport, on essaie de dormir, tout ça comme tout le monde quoi en fait, hein. La vraie vie quoi. Ouais. Je veux dire. Si on prend un peu de recul sur votre histoire qui est assez folle quand même, pour toi, je suis sûre qu'il y a eu plein de moments un peu pivots dans l'histoire de Longchamp,
mais quels sont pour toi les quelques grands moments pivots ou les quelques grands facteurs clés de succès, si tu veux, de la marque qui expliquent que vous ayez fait quelque chose différemment très bien et qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, ce qui une fois de plus est quand même c'est rare en fait d'avoir des entreprises une fois de plus encore indépendantes avec ce niveau de succès. Je pense qu'il y a une ligne directrice en fait dans l'histoire de la maison qui est de toujours se remettre en question en fait. C'est un peu ça fait partie de notre ADN et de toujours proposer des choses qui sont inattendues. Donc on a quand on a sorti le sac le pliage par exemple, c'était un sac qui est toujours en nylon. Bon, à l'époque dans les années 90, sortir un sac à main en nylon, c'était assez hors des codes, on va dire, pour rester poli quoi, presque hein. Personne ne l'avait fait en fait. Et beaucoup de gens se disaient et nous ont dit aussi, mais pourquoi vous faites ça en fait, c'est pas très noble comme matière, etc. Et donc en fait nous on croit assez au fait de se challenger, de se poser des questions, de dire mais en fait pourquoi tel usage. C'est un petit peu l'échange qu'on a eu tout à l'heure sur nos points de vente en fait après le Covid en fait. Pourquoi l'usage du point de vente, pourquoi le client vient en point de vente, pourquoi le client achète nos produits, pourquoi tous les sacs auraient une telle forme, pourquoi tous les sacs auraient une telle matière. On se pose beaucoup de questions en fait. On a dans l'histoire de la maison, on a aussi une autre à chaque fois on est rythmé par des grosses transitions. Donc l'origine de la maison, c'était de gainer des pipes de cuir. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé à gainer des pipes donc pour fumer en cuir. Et en fait, personne ne le faisait avant. Et pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce que l'objet était beau. Voilà. Et donc en fait, il a fait ça. Et donc c'est vrai que ça, c'était l'origine du projet, en fait, l'origine de la maison. Et puis petit à petit, on s'est développé, on a changé de catégorie de produits, etc. Et puis dans les années 60, par exemple, on a ouvert une boutique à Orly où on vendait des bagages. Mais à l'époque, les gens nous ont dit, mais vendre des bagages dans un aéroport, mais en fait, les gens ont déjà leurs bagages quand ils vont à l'aéroport. Et en fait, aujourd'hui, on connaît le succès du travel retail, comme ça s'appelle. C'est un vrai business aujourd'hui. Donc en fait, on a commencé assez tôt à vraiment se poser des questions à chaque fois, mais pourquoi tel usage? Donc par exemple l'ouverture de la vente de bagages dans les aéroports, c'était une idée aussi de se dire mais en fait il y a aussi des gens qui à l'époque dans les années 60 plus tellement aujourd'hui allaient dans les aéroports pour vivre l'expérience aéroport, pour aller voir les stars qui prenaient l'avion, c'était la sortie du dimanche en fait. Et donc en fait il y a aussi des gens qui achetaient des bagages et puis aujourd'hui bien sûr il y a le classique je rentre de vacances, j'ai acheté plein de souvenirs, où est-ce que je les mets, etc. Donc toujours ce questionnement en fait de dire mais pourquoi on fait telle chose. Et je pense que ça c'est assez clé. Donc il y a pas vraiment de moment pivot dans la maison, mais je pense que c'est à chaque fois dans la maison Longchamp on s'est posé la question de pourquoi on fait telle chose, pourquoi et rechallenger l'usage en fait de l'objet, du lieu, voilà, très important. Et là, ce qui ressort, c'est qu'à chaque étape, Longchamp s'est construit en osant faire différemment, en ayant une certaine indépendance d'esprit finalement. C'est ce que nous explique aussi Jean, qui a perçu ce changement, cette évolution nécessaire depuis les années 70. Je vous laisse écouter. Ça fait partie un peu de l'adaptation permanente de la maison à son époque. Hein. C'est-à-dire que bon, alors vous dites avant on était maroquinier, mais avant, l'activité de la maison c'était les articles pour fumeurs. Puis la maroquinerie pour hommes, et donc finalement la maison ne s'adresse à une clientèle féminine que depuis la fin des années 70, disons. Donc en fait, les 30 premières années de la maison, il n'y avait pas une femme dans la clientèle. C'est fou parce que ça doit être maintenant la grande majorité, non, j'imagine. Oui, c'est probablement 80 ou 90%. Ouais. Donc aujourd'hui, la maison a évolué vers une clientèle beaucoup plus féminine, elle a évolué aussi vers la mode, mais c'est tout le marché, si vous voulez, de la maroquinerie. Le sac était un objet pratique et utilitaire, c'est devenu un objet de mode. Donc si vous voulez, l'évolution, elle est naturelle, et donc on n'a fait que s'adapter un peu à des évolutions lourdes, sociologiques autour de nous. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un point d'inflexion à un moment donné avec la sortie du sac pliage, qui a été quand même un produit assez iconique. C'est vraiment le cas? Est-ce que le fait d'avoir ce produit très fort, iconique, a vraiment créé donc ce fameux point d'inflexion pour la marque, ou finalement pas tant que ça? Alors ce produit, il a beaucoup de poids dans la marque, hein, mais il n'a pas été successful du jour au lendemain en fait. Hein. Donc
Ça a mis plusieurs années avant qu'il ne décolle vraiment. Il apporte à la marque de l'énergie, du dynamisme, de la gaieté, de la couleur, mais la marque le nourrit aussi, c'est-à-dire que son succès, il est aussi lié à ce que représente la marque qui est derrière. Donc les deux sont, si vous voulez, il y a une dialectique entre le produit et la marque qui se nourrissent l'un l'autre. Et puis lui-même se réinvente et s'adapte à son époque avec des éditions toujours un petit peu nouvelles. Et même la version de base a évolué pas mal. On s'en rend pas compte, si vous voulez, c'est un peu comme le flacon de numéro 5. C'est pas le même que à l'origine. Il évolue régulièrement pour rester pertinent. Au final, je crois qu'on peut dire que l'histoire de Longchamp, c'est pas une succession de ruptures, de moments où on s'est dit il faut que ça change, de crise, si vous voulez. C'est plutôt une espèce d'équilibre très subtil, une balance de garder des repères forts, comme le sac pliage par exemple, tout en les faisant systématiquement évoluer pour rester dans l'air du temps, pour rester au plus près de ses clients et puis de la réalité du marché. Et c'est ce mélange subtil de continuité, de réinvention qui nourrit aussi la vision du retail, un sujet qui, comme vous l'avez compris, passionne Hector Casgrain. Je vous laisse écouter. Et très intéressant parce que, et j'imagine effectivement que c'est ça qui fait votre originalité, c'est la remise en cause un peu permanente, mais en même temps conciliée avec une extrême envie de continuité et de cohérence sur le fond et sur la marque. Exactement. Et ça doit pas être évident en fait comme équilibre. Même je me dis, tu vois, pour les équipes, de comprendre ça. Oui. C'est drôle parce que pour tout dire, j'ai eu la discussion avec mes équipes, on est un peu dans la même situation il y a 2 jours, et en fait faire comprendre que à la fois t'as besoin de beaucoup de continuité sur certains aspects et en même temps on est là pour remettre en cause des processus existants parce que la marque elle évolue, que nous en plus on est encore une toute petite entreprise et très jeune, donc tu vois tout change assez vite. C'est, je trouve, il faut être un peu schizophrène. Un petit peu. Est-ce que t'as un conseil à me donner pour expliquer le truc? Moi, je pense à un exemple en fait en échangeant. Je me dis par exemple quand tu vas dans un point de vente. S'il y a quelqu'un qui t'accueille, qui est la même personne depuis, comme nous, on a le cas parfois depuis 20 ans, depuis 25 ans, 30 ans parfois, on a des gens qui sont chez nous depuis 30 ans au point de vente, en France, que c'est la même personne qui est là depuis 20 ans, mais que le magasin évolue, que les pièces que tu achètes évoluent, que tu sens que le design de la maison évolue. En fait, tu te sens bien, tu as ce côté continuité avec la personne qui t'accompagne, et en même temps, tu vois que la maison n'est pas figée. Et en fait, je pense que c'est cet ensemble qui fait que c'est un beau puzzle qui fonctionne bien. Ça peut être dans ce sens-là, ou à l'inverse, ça peut être que le produit reste iconique. Donc, par exemple, le produit Les Roseaux, pour nous, c'est une ligne de sac qui est iconique de la maison, qu'on a depuis les années 90. Le fermoir reste le même, mais le fermoir évolue. Donc, il y a ce sentiment de familiarité et en même temps d'évolution. Donc il y a plein de petits exemples en fait, et je pense que c'est prendre les touches qui sont les plus clés de ton identité de marque et réussir à les faire évoluer sans les dénaturer. Ouais. Voilà. Hyper intéressant. Voilà. Pour terminer sur ces sujets, avant qu'on rentre dans mon fameux crible qui sont mes questions signature, j'avais une dernière question pour toi sur le retail. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui soit travaillent dans des directions retail, dans des grands groupes, etc., ou qui sont entrepreneurs et qui ont des boutiques ou envisagent de lancer des boutiques. Je trouve que vous avez eu, c'est une évidence, vous avez eu beaucoup de succès sur votre retail, qui est assez propriétaire. Et donc, est-ce que tu aurais, c'est difficile peut-être comme question, mais des conseils pour des personnes qui s'intéressent beaucoup au retail et qui ont envie d'avoir un bon retail? Qu'est-ce qui fait pour toi le succès d'un retail? Je te parle pas de celui de Longchamp spécifiquement, mais dans l'absolu, c'est quoi ce qu'il faut regarder? C'est quoi les points importants, tu vois, sur lesquels les gens se trompent peut-être aussi? Je sais pas si c'est un conseil, mais la réflexion numéro 1 à avoir, c'est vraiment, est-ce que ton retail est en ligne et adapté avec l'image de la marque? Je pense que c'est ça en fait le numéro 1 en fait. Et après on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que chez Longchamp c'est authentique, c'est chaleureux, c'est accueillant, c'est tout ce qu'on veut. Mais peut-être qu'il y a des marques qui vont être très edgy, qui vont être très différentes, qui vont être peut-être même plus froides, qui vont être plus distantes. Et en fait chacun sa vision. Et en fait je pense que le retail et l'interaction humaine, parce qu'en fait c'est ça le principe quand même du retail, l'interaction humaine doit être en ligne avec ce qu'on est comme marque. Et je pense que c'est là où parfois certaines marques peuvent partir un petit peu dans les peut-être les mauvaises directions. On va se dire il faut absolument que
je sais pas, un exemple très typique, qu'on ait du paiement mobile. Bon. Voilà, nous le paiement mobile, en fait, on réfléchit, on le développe parce qu'on a ce besoin que le client se sente bien. Donc si le client est assis sur un canapé, oui, tu peux aller le voir. On lui apporte le paiement mobile. Et en fait, on n'est pas du tout dans une réflexion technique de dire il nous faut le paiement mobile parce que c'est un besoin de la clientèle, etc. On se dit juste c'est notre clientèle, on a besoin qu'elle se sente bien. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre clientèle se sente bien? Et parce que c'est aligné avec notre image de marque, en fait. Je pense que c'est ça la vraie la vraie clé du succès sur le retail, c'est vraiment de se dire il faut qu'on apporte quelque chose qui corresponde avec ce qu'on est, en fait. T'as des exemples de choses que vous avez pas fait justement pour rester aligné avec la marque? Ça peut être dans le retail ou je sais pas, sur le produit, ce que tu veux, hein. Il y a une chose que je trouve généralement qui peut être assez qui est beaucoup faite dans le monde du luxe, c'est par exemple la file d'attente. La fameuse file d'attente devant le magasin. Bah oui. Qui donne un côté très désirable. Qui donne un côté hyper désirable. Et moi je suis pas tout à fait à l'aise avec cette file d'attente, en fait. Longchamp, c'est une marque qui est accueillante, qui est bienveillante. Si demain tu as envie de rentrer dans une boutique, je n'ai pas forcément envie que tu aies besoin d'attendre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes avant de pouvoir rentrer, ou que par exemple on te dise bonjour madame, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Et ben en fait peut-être que tu as juste envie de rentrer, de regarder, en fait. J'ai pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un à l'entrée qui te dise ah tu veux juste regarder, bah alors il faut prendre rendez-vous, il faut revenir d'ici 2 jours. C'est pas forcément ma vision du retail, parce que encore une fois, parce que c'est pas forcément notre image de marque. On a envie que les gens se sentent libres de rentrer, de toucher, de voir les produits, etc. Malheureusement parfois on est obligé de le faire, donc on a quelques points de vente qui ont quand même des files d'attente, mais au maximum possible je préfère que les gens rentrent, quitte à ce qu'ils ne soient pas accompagnés par des conseillers de vente, mais qu'au moins ils expérimentent et qu'ils vivent la maison autant que possible, même par eux-mêmes. Voilà. Super intéressant. Eh ben écoute, si ça te va, on va passer à mon crible. Donc c'est les questions signature que je pose à chaque fois, mais ça va bien se passer, je te rassure, à la fin de l'interview. La première de ces questions, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie personnelle, professionnelle, ce que tu veux, un échec ou un moment de doute particulier dont tu te rappelles parce qu'il t'a appris quelque chose de vraiment important? Alors j'ai eu un moment où en plus c'était chez Longchamp, où je me suis dit là quand même j'aurais pu faire différemment. C'est très bête, c'est très retail, c'est très terre à terre, mais on a réouvert un de nos flagships à Londres. Donc je m'occupais du marché britannique avant. On a réouvert un de nos flagships, et puis au moment de la réouverture, première heure d'ouverture, j'ai oublié le tiroir caisse pour mettre les paiements en liquide. Alors là, en tant que petit-fils, arrière-petit-fils de commerçant, là, je me suis dit, quand même, c'est un vrai échec. Je me suis dit, ma mamie, elle voit ça lui plaît pas, je pense. Ouais. Donc là, bon, c'est un petit exemple un peu réel, quoi. Mais c'est vrai que parfois il y a des choses, et ça m'a tout de suite remis dans l'attention aux détails, faire attention au parcours client, à tout ce genre de choses. Bon, le Royaume-Uni, il y a peu de gens qui payent en liquide, donc on n'a pas perdu de vente à cause de ça, donc tout était sauf. Mais voilà, un petit truc où on se dit, là, il faut quand même faire attention parce qu'il y a des choses qui passent à travers les mailles du filet, etc. C'est peut-être une envie d'aller vite, et du coup qui Exactement. fait que tu... Exactement. Assez caractéristique de ma personne, malheureusement. Bah non, mais qui a ses avantages et ses inconvénients. Exactement, voilà. Donc ça, c'est un peu le petit exemple. Et puis après, sinon, je pense que la claque généralisée du Covid, on va dire, ça nous a quand même beaucoup appris sur même la rétention des équipes, pourquoi les gens resteraient dans une maison. Beaucoup nous challenger là-dessus, en fait. Mais... Si t'avais quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Alors, t'as pas 85 ans, donc... Non, en effet, j'ai pas 85 ans. Donc souvent, on a beaucoup de choses à refaire quand on a 85 ans, mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi pour toi. Moi, j'ai beaucoup aimé mes expériences à l'étranger, j'ai beaucoup vécu, j'ai un petit peu travaillé à l'étranger, etc. Je pense que potentiellement, j'irai encore plus à l'étranger, en fait. D'accord. C'est toujours très riche d'apprentissage, donc peut-être ça. Ok. Est-ce que y a quelque chose que tu trouves particulièrement beau? Qu'est-ce que tu trouves beau? C'est au sens soit métaphorique, soit vraiment littéral et tu vois, esthétique. De manière générale, les beaux produits, que ce soit par mon passé avant la maison Longchamp, l'alimentaire, des beaux produits alimentaires bien travaillés, des belles assiettes, des choses comme ça. Et puis après, historiquement, de mon côté familial, de tout ça, un beau produit, un beau cuir, une belle matière qui est bien travaillée, avec un super savoir-faire. Je trouve que c'est
c'est des objets magnifiques en fait que parfois on crée, et moi la visite de nos ateliers, c'est encore une des choses qui me passionne le plus en fait. T'es collectionneur? Pas vraiment, plus un peu par à-coup. Là, j'étais récemment dans une petite boutique, et puis j'ai d'un seul coup vu c'était il y a 3 semaines, hein, donc c'est pas inventé, mais j'ai vu une ancienne horloge Longchamp en fait, un produit historique des années à mon avis 60-70. Donc voilà, collectionneur par opportunité, par hasard, voilà. Et alors à l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite, qu'est-ce que t'aimes pas observer dans des comportements, je sais pas, dans la société, des choses que tu n'aimes pas voir? Le manque d'attention aux autres, voilà, encore le côté humain qui ressort, mais je pense que le manque d'attention aux autres, et ça se traduit par beaucoup de choses. Ça se traduit par par exemple chez nous en retail, quand il y a un client qui rentre dans un point de vente, c'est l'accueil, c'est la bienvenue, bonjour madame, qu'est-ce qui vous fait rentrer chez nous aujourd'hui, j'adore votre sac Longchamp, des choses comme ça. Mais je pense que l'attention aux autres, c'est quelque chose qui va pas très très bien forcément en ce moment, et je pense qu'on pourrait tous en bénéficier un petit peu. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te tient à cœur, peut-être que tu t'es répété, qui t'a aidé à un moment dans ta vie? Alors, j'ai vu cette question, je n'ai pas trouvé de réponse, mais j'ai quelque chose qui nous est passé en famille. C'est pas une maxime, c'est plus une maxime pour chez nous, que notre grand-père nous disait, et je crois son père avant lui aussi. C'était: dans la vie, tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Maroquinerie pour homme ou maroquinerie pour femme. Voilà, donc ça c'est plus une maxime familiale, on va dire. C'est voilà. pas mal. Ouais. Celle-ci, je l'aime bien. Est-ce que tu as une opinion ou une croyance qui est controversée? Donc c'est ma question un peu non politiquement correcte, mais c'est pour essayer de comprendre. Tu constates que dans la société, il y a quelque chose aujourd'hui que tu trouves qui déraille un petit peu. Bah, c'est un peu le moment de me lâcher. De te lâcher, vas-y. Je sais pas si c'est très controversé, mais je dirais que encore une fois, le développement de l'intelligence artificielle, etc. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur notre humanité, notre rapport au travail, etc. Moi, je crois beaucoup au rapport humain, en fait. Je crois beaucoup au rapport humain, et je pense que même si tous ces outils se développent, en fait, qui sont des vrais outils, je pense que pour beaucoup de personnes, ça va aider beaucoup de personnes. C'est des outils qu'il faut pas du tout négliger, mettre de côté, etc. Mais vraiment, pour moi, j'ai confiance dans l'importance du rapport humain et dans l'importance d'échanger entre personnes. Voilà. T'as envie de nous donner un petit peu d'espoir. Ouais, j'ai plein d'espoir. Et puis voilà, moi je vois tous les jours en fait. Je donne cet exemple régulièrement, mais j'étais à Londres, dans notre flagship de Londres, et puis il y a une jeune fille qui devait avoir 15-16 ans, et puis qui est devant notre mur notre display de pliage, et qui est comme ça devant le mur, mais qui trouve qui est complètement perdu, quoi, en fait. Donc je vais la voir, et puis je lui dis: bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et elle me dit, en fait, ma grand-mère m'a dit que j'avais le droit à un sac, et ils sont tous plus beaux les uns que les autres, et je sais pas lequel choisir. Et en fait, je me dis, une interaction comme ça, donc bon, bah, je l'ai guidée, etc., je l'ai aidée à choisir. Elle hésitait entre deux touches de rouge, voilà. Bon, on a trouvé son sac parfait. Et en fait, je trouve qu'une interaction comme ça, c'est pas des interactions qui pourraient forcément avoir lieu à travers des outils conversationnels intelligents, si on peut dire. Voilà. Je vois très bien. Je vois très bien. En fait, de toute façon, c'est le propre de l'émotion qui est pas forcément, je pense, l'objet et l'interaction et l'empathie, quoi. C'est pas l'objet de l'IA. Sur cette question de l'opinion controversée, une question que j'aime beaucoup poser évidemment, et j'adore les réponses en général de mes invités. J'ai beaucoup aimé la réponse de Jean qui m'a confié une opinion forte sur le libre-échange et l'ouverture des frontières, un thème qui lui tient particulièrement à cœur, et je le remercie d'ailleurs d'avoir osé nous confier quelque chose qui n'est pas toujours facile à dire publiquement. Alors moi, il y a quelque chose qui est vraiment dans mes gènes et dans ma culture, et qui devient de plus en plus contesté, c'est le libre-échange. Le libre-échange, le commerce, les frontières ouvertes. Moi, je trouve que c'est bien, que c'est positif, que ça a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté dans le monde, et je comprends pas que personne ne le voit, en fait. Et alors là, on va peut-être le voir avec l'actualité des droits de douane américains. Peut-être que finalement, ça va remettre le libre-échange à la mode, et qu'on va se rendre compte des dégâts quand on l'aura testé.
Mais moi, ça m'irrite beaucoup qu'il y ait quasiment aucune personnalité politique pour défendre, par exemple, le traité de libre-échange avec le Brésil ou le traité de libre-échange avec le Canada. Il y en a aucun qui va aller prendre la parole pour expliquer que c'est quand même pas si mal. Donc ça, je trouve ça irritant, ouais. Parce que nous, notre vie, c'est ça en fait. La maison, elle est bâtie là-dessus depuis les années 50. La maison, elle exporte au Japon, aux États-Unis. On achète du cuir en Italie ou en Uruguay ou aux Pays-Bas. On achète des toiles à Taïwan. On fait fabriquer en France, mais aussi en Tunisie ou à l'île Maurice ou en Chine. On vend partout dans le monde. On a des clients dans nos magasins qui viennent de partout dans le monde. On a des salariés de toutes les nationalités. Donc en fait, moi je vis dans un monde qui est ouvert en fait. Et cette ouverture, elle profite aussi aux 4000 salariés du groupe qui dans l'ensemble, qui sont à l'aise dans cet environnement qui est international, ouvert, positif. Donc, si vous voulez, le fait de tout fermer, parce que finalement, le discours ambiant, c'est que souvent les problèmes ils viennent des autres, donc on ferme et ça résout les problèmes. Je trouve ça très irritant. Ouais. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires à l'international chez Longchamp, c'est une très grande majorité, j'imagine. C'est de l'ordre de 80%. Et puis en France, on vend aussi à des touristes. Donc si vous voulez, la clientèle française, elle représente peut-être de l'ordre de 15% de nos ventes. Ouais. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet pour ces maisons qui se sont tellement internationalisées et qui pourtant doivent quand même traduire une forme d'élégance française, de cette quand même décorrélation entre finalement la clientèle française qui n'achète plus tant que ça aussi, parce que la clientèle française n'a pas tant de moyens que ça, le pouvoir d'achat est quand même pas le plus élevé au monde, et puis l'image finalement qui est censée être française. Et je pense que Longchamp peut plutôt de partie, comme vous disiez, des marques où il y a pas mal de Français qui achètent, mais c'est un sujet au niveau de la marque justement de vouloir conserver une clientèle française et de vouloir conserver vraiment une image profondément française aussi pour l'international. Ah oui, non, c'est un vrai sujet parce que nous, si vous voulez, non seulement on est une marque française, mais on est la marque des Françaises en fait. On est la marque préférée dans notre secteur d'activité. On est la marque de maroquinerie préférée des Françaises, disons. Pour nous, c'est important parce que ça fait vraiment partie de notre identité. Et le fait de pouvoir se revendiquer comme la marque des Françaises, des Parisiennes, ça fait vraiment partie de nous et c'est quelque chose aussi qui plaît aux personnes dans le monde entier. Bon, les Chinoises, elles ont pas envie d'acheter une marque pour chinoise. Elles sont contentes d'acheter une marque pour parisienne plutôt qu'une marque pour chinoise. Donc il faut qu'on garde cette clientèle française, c'est très important. Mais c'est intéressant parce que je pense que très honnêtement entre nous, entre guillemets, il y a quand même pas mal de marques qui ont switché tellement sur de l'international que d'ailleurs moi-même elles ont un peu perdu ça. Et moi-même, pour avoir ouvert au Japon, beaucoup de Japonaises qui me disaient, c'est vrai qu'en fait, dans la joaillerie, par exemple, j'ai l'impression que ces marques-là ne sont plus vraiment des marques pour les Françaises. Parce qu'en plus, c'est des internationaux qui voyagent. Cette tension entre identité française forte et ouverture sur le monde, c'est vraiment le cœur de la maison Longchamp. Et justement, en parlant d'ouverture, j'ai voulu emmener Hector sur un terrain un petit peu plus personnel. Vous allez voir avec l'une de mes questions du crible. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis qui te vient à l'esprit ? Je pense j'ai pas de sujet particulier, mais comme je disais, j'ai un petit peu vécu à l'étranger. Je pense que chaque expérience à l'étranger, ça m'ouvre l'esprit, ça m'ouvre un peu la tête, ouais. Et à chaque fois. Il y a un pays en particulier qui t'a marqué?
J'ai beaucoup été marqué par mon expérience en Chine. J'ai habité un petit peu à Shanghai et j'ai aussi un petit peu après habité à Hong Kong, mais c'était il y a longtemps, donc c'était avant beaucoup de choses chez eux aussi, beaucoup de développement technologique qui à l'époque n'existait pas, mais je pense qu'il y a une relation et j'ai trouvé encore beaucoup d'humains dans ce pays. J'ai trouvé en voyageant à travers le pays, voilà, des rencontres autant avec la difficulté de la barrière de la langue, hein, bien sûr, mais voilà, je trouve qu'on apprend beaucoup à chaque fois de ces échanges interculturels. Clairement. Un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué à un moment aussi. L'idée, tu vois, c'est pas forcément ni de me dire le dernier livre que t'as lu, ni un livre que t'as bien aimé, mais c'est plus un livre qui t'a vraiment fait réfléchir, qui t'a fait un peu changer d'avis peut-être aussi. Je ne suis pas grand lecteur. J'aime bien les livres un petit peu historiques, un peu parce qu'il y a toujours des bons apprentissages aussi, je trouve. Et il y en a deux qui m'ont marqué, qui se répondent d'une manière ou d'une autre, mais le premier, c'est Les Routes de la Soie. C'est un livre donc qui parle du développement des routes de la soie, c'est historique. Et le deuxième qui est pas vraiment sur le même thème, mais qui s'appelle Effondrement et qui parle de la fin de certaines civilisations. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que d'un côté, il y a le bouillonnement commercial, le bouillonnement des cultures, de tout cet échange. Et puis de l'autre, il y a l'effondrement total, quoi. C'est la fin d'une civilisation. Et donc, je trouve que pour nous, en commercial, même en une histoire de création de maison, en fait, qu'est-ce qui fait que soit ça bouillonne, soit ça prenne fin potentiellement très rapidement, quoi. Donc il y a vraiment toujours ce questionnement de dire voilà, faut faire attention, pas partir trop dans pas commencer à glisser, quoi, dans un sens. Donc bon, c'est bien sûr, ça pas tout à fait à voir avec notre métier, mais je trouve que l'enseignement est intéressant. Ouais, de trouver un peu des patterns, enfin des schémas. Ouais. Génial, écoute, je te remercie 1000 fois pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Est-ce que à l'aune de tout ce qu'on s'est dit, tu aurais un dernier message que tu aurais envie peut-être de partager avec l'audience ? Non, vraiment, c'est faites des choses qui vous plaisent dans la vie, trouvez ce qui vous les gens qui vous plaisent, trouvez les endroits qui vous plaisent, et puis honnêtement, ça apporte beaucoup de bonheur. Génial. Écoute, je te remercie 1000 fois. Et alors, si on veut te suivre, je sais que tu te caches un petit peu, parce que vous êtes dans la discrétion chez Longchamp, mais quand même, si on veut te suivre, si on veut t'envoyer des questions, qu'est-ce qu'on fait ? Avec plaisir, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, avec grand plaisir. Eh ben, écoute, je mettrai les liens vers tout ça. Merci Pauline. Beaucoup. Merci beaucoup.